Alors tout au long de cette formation consacrée à Git, on a parlé de la méthode pour interagir avec Git, comment faire des commits, comment créer de nouvelles branches, mais on n'a pas véritablement réfléchi à un cas concret, comment organiser un projet, comment créer des branches correctement dans le cas d'un projet concret. Donc heureusement pour nous, il y a pas mal de gens qui ont réfléchi à la problématique et qui ont proposé des manières particulières de travailler. Alors avant de commencer, je tiens à préciser que ces manières-là ne vous correspondront pas forcément. Le but c'est de vous montrer un cas général et après vous pouvez prendre soit la totalité, soit ne prendre que certains principes. Donc le système de branching le plus connu sur Git, c'est Gitflow. Donc le principe de Gitflow, c'est d'avoir plusieurs branches qui vont correspondre à des cas concrets. On va avoir une branche master. La branche master, ça va être notre branche principale sur laquelle on va avoir assez peu de commits au final. Sur cette branche, on ne va mettre que des versions qui sont destinées à la production. C'est-à-dire que lorsque l'on travaille par exemple sur une feature, on ne va pas directement travailler sur master. Parce que si plus tard on souhaite déployer master sur un serveur, si on fait ça, on risque d'envoyer des commits qui vont tout casser. Donc on va avoir une branche master qui va rester la branche qui va correspondre à notre environnement de production. Par-dessus, on va mettre une autre branche que l'on va appeler develop. Donc globalement, c'est une branche sur laquelle tous les développeurs vont travailler, donc il va y avoir pas mal de commits dessus, et c'est pas forcément une branche qui va être super stable à ce niveau-là. Si jamais vous mergez quelque chose qui est fait par un développeur et qui fonctionne pas, ça risque de casser. Donc ensuite, pour travailler à plusieurs, on ne va pas tous travailler sur cette branche develop, sinon on risque d'avoir un historique qui va se mélanger. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va créer ce que l'on appelle des feature branches. Donc globalement, si jamais je décide par exemple de développer un nouveau système de recherche sur le site, je vais travailler sur une branche séparée. Ça va me permettre de travailler de manière isolée sur mon historique et de ne pas forcément mélanger mon code avec les autres développeurs. Une fois que j'estime que ma feature est finie, ou si jamais un chef de projet valide ma feature, ce que l'on va faire, c'est qu'on va automatiquement la refusionner vers Develop. Et ensuite, on va supprimer cette branche parce qu'elle ne sera plus utile. Si je travaille sur une autre feature, je recréerai une branche feature. Enfin, lorsque on estime que le projet vient d'atteindre une certaine étape, ce que l'on va faire, c'est qu'on va créer une release. Donc on va créer une nouvelle branche qui va nous servir à dire, voilà, on fait quelques commits juste avant de faire une nouvelle version de notre projet. Et à la fin, lorsqu'on est satisfait de notre release, on va la merger sur la branche master et on va lui donner un tag pour pouvoir l'identifier plus simplement. De la même façon, on va aussi merger cette modification sur la branche develop, histoire d'avoir toujours quelque chose à jour. Enfin, on aura un dernier type de branche qui sera les branches hotfix. Alors ça, c'est un petit peu particulier. Globalement, ce sera des branches que l'on va utiliser si jamais on a des petits bugs rapides à corriger. Imaginons, on a poussé un code sur master, mais on a oublié un bug qui est critique. On ne va pas se compliquer la vie à recréer un truc sur develop, une release, et ainsi de suite. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va vite fait créer un hotfix. Et ce hotfix, dès qu'on l'a corrigé, on va le merger à la fois sur master et sur develop. Voilà, donc ce petit schéma vous permet de mieux comprendre un petit peu l'organisation du système. Mais le problème, c'est que si jamais on souhaite adopter cette manière de travailler, ça demande de faire pas mal de commandes. On va devoir créer des branches à chaque fois, on va devoir faire des merges, tout ça, ça prend pas mal de temps. Donc heureusement pour nous, quelqu'un s'est déjà un petit peu posé la question et on a un outil qui s'appelle Gitflow. Donc Gitflow vous permet d'adapter cette méthode de travail directement en ligne de commande avec des commandes qui sont beaucoup plus simples à taper. Donc la première étape, ça va être de l'installer. Donc l'installation se fait différemment suivant le système d'exploitation que vous êtes. Alors ce que je vous invite à faire, c'est regarder cette petite feuille là. Globalement, c'est une page qui vous résume un peu Gitflow. Donc vous avez le dépôt GitHub qui vous explique comment ça fonctionne, mais cette page vous fait un résumé beaucoup plus simple. Donc moi ici, je suis sur Linux, donc il va me suffire de faire un coup de apt-get install gitflow. Si vous êtes sur macOS, vous pouvez utiliser soit Macport, soit Homebrew. Et en fait, si vous êtes sur Windows, comme d'habitude, c'est jamais très simple. Mais si jamais vous travaillez sur Cygwin, vous pouvez l'obtenir avec un wget. Enfin, il faut savoir que si vous utilisez un logiciel, par exemple SourceTree ou autre, certains logiciels ont Gitflow d'intégré. Donc n'hésitez pas à regarder la documentation de votre logiciel pour voir si votre logiciel supporte Gitflow. Donc nous ici, on va faire un coup de sudo apt-get install gitflow et automatiquement ça va l'installer. Donc là c'est très rapide parce que je l'ai déjà fait. Donc histoire de tester un petit peu Gitflow, ce que l'on va faire, c'est qu'on va se créer un nouveau projet. Donc je suis ici dans ce dossier test et à l'intérieur, je vais juste créer un fichier readme.md et je vais créer un premier commit.
Donc je fais un coup de git et init parce que mon projet n'est pas versionné actuellement. Je fais un git add pour ajouter tous les fichiers. Et je fais un git commit-m. Et on va l'appeler first commit. Voilà. Donc là, on a juste créé notre petit commit et automatiquement, on a une seule branche qui est la branche master. Donc pour travailler avec Gitflow, ce qu'il va falloir faire, c'est créer une nouvelle branche develop qui va nous permettre de développer et la créer à partir de la branche master. Donc heureusement pour nous, avec la commande gitflow, on peut faire ça très simplement. Il suffit de taper git flow init. Automatiquement, vous allez arriver sur un système interactif qui va vous poser des questions. La branche de production par défaut, c'est master. La branche de développement, ça va être develop. Et globalement, vous pouvez laisser les informations par défaut, elles sont relativement correctes. La branche pour les features, ça sera feature. Release pour les releases, hotfix. Et alors, on a une nouvelle branche, donc ça a été introduit récemment, mais on n'en aura pas besoin, qui est la branche support. Si vous cochez tout ça et que vous faites un coup de git branch, vous allez voir que vous avez maintenant une nouvelle branche qui est la branche develop. Et vous avez automatiquement sauté sur cette branche-là. Donc c'est à partir de cette branche-là que vous allez travailler. Donc maintenant, imaginons j'ai envie de travailler sur une nouvelle feature. J'ai envie de créer une page index.html qui me servira à accueillir mes visiteurs. Donc cette feature, on va l'appeler homepage. Donc pour créer une nouvelle feature, vous faites git flow feature. Donc là, vous pouvez mettre feature, hotfix ou release, suivant ce que vous voulez faire. Ça correspond à ces mots-clés-là. Donc nous, ici, on va créer une feature. On dit qu'on la commence et on donne un nom à notre feature. Donc là, on va l'appeler homepage. Alors automatiquement, dès que vous allez taper une commande avec Gitflow, il va vous expliquer ce qu'il fait, ce qui vous permet de mieux comprendre ce qui se passe derrière. Donc là, il a créé une nouvelle branche sur Develop qu'il a appelée Feature/Homepage, en partant de la branche Develop. Et ensuite, il a automatiquement sauté sur cette branche-là. Si je fais un coup de Git branch, vous voyez que j'ai ma nouvelle branche Feature/Homepage et que je suis bien dessus. Donc à l'intérieur, je vais créer mon nouveau fichier HTML. Donc là, je ne vais pas m'embêter, je vais le faire via mon éditeur. Donc je fais fichier, je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler index.html. Une fois que je suis satisfait, je vais pouvoir commit. Donc je fais un git add index.html et ensuite git commit-m et je vais mettre un nom à mon commit. Donc là, on va mettre ajout du fichier HTML. Donc là, imaginons, vous avez besoin de partir du bureau en urgence et si jamais il y a un voleur de disque dur qui passe, vous n'avez pas envie de perdre vos modifications. Dans ce cas-là, vous allez devoir les envoyer sur votre dépôt distant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord configurer mon dépôt distant. On va faire un coup de git, remote, add, on va l'appeler origin. Et moi, dans mon cas, c'est juste un dossier qui est au même niveau qui s'appelle remote. Donc si jamais vous avez besoin de pousser cette branche-là, faudrait faire un git push origin et le nom de votre branche, qui est feature/homepage, pas très pratique. Avec Gitflow, vous pouvez faire tout simplement git flow feature publish et le nom de votre feature. Donc là, c'est homepage. Donc ce que ça fait, ça vous l'explique, ça crée une nouvelle branche à distance qui s'appelle feature/homepage. Ça configure votre branche locale pour traquer les modifications distantes et ensuite ça passe sur la branche feature homepage. Donc là en l'occurrence ça ne fait rien parce qu'on était déjà dessus. De la même façon, si vous avez besoin de récupérer des informations, si jamais un autre développeur travaille sur votre feature aussi, plutôt que de faire un publish, vous pouvez faire un coup de pull. Sauf que, il faut précéder évidemment par le nom du serveur sur lequel vous souhaitez déployer. Donc ça va être git flow feature pull origin et le nom de la branche. Donc on tombe sur un petit message d'erreur. Alors pour l'instant cette commande est toujours d'actualité, mais à terme il pense peut-être la supprimer, c'est pour ça que l'on a ça. Et dans ce cas-là, il faudra faire un bon vieux classique, git pull origin feature/homepage. Pourquoi il la retire? Tout simplement parce qu'au final, entre celle-là et celle-là, vous voyez qu'il y a assez peu de différence. Bon, pour l'instant vous pouvez utiliser les deux, donc vous vous souciez pas forcément de ça. Voilà, donc ça c'était pour la partie publication. Si jamais on se dit, notre feature, là on est relativement satisfait, on est content de notre travail, on a fini de travailler dessus, j'ai envie maintenant de la fusionner avec la branche develop. Dans ce cas-là, il faudra faire git flow feature finish, donc pour dire j'ai fini de travailler et vous mettez le nom de votre feature. Donc moi dans mon cas c'était homepage. Donc automatiquement il vous explique ce qu'il fait. Il fusionne votre branche avec la branche Develop. Ensuite, il supprime la branche en local. Et enfin, il passe sur la branche Develop. Si je fais un coup de git branch, je vois que je suis bien sur Develop. Donc si on veut avoir un repère un petit peu plus visuel, on peut taper cette commande-là, git log one line, graph, color, ainsi de suite, ainsi de suite.
Et on voit donc notre first commit et ensuite l'ajout du fichier HTML. Voilà, donc globalement, tous les développeurs du projet vont travailler de la manière suivante. Dès qu'ils veulent créer une nouvelle feature, ben, il faut un git flow feature, ils créent leurs nouvelles features et lorsque on a fini, on fait un coup de finish pour refusionner dans la branche develop. Maintenant, si on souhaite publier un petit peu nos différentes modifications, il va falloir faire ce que l'on appelle une release. Donc pour cela, vous faites un coup de git flow release. Et ensuite, on donne un nom à notre release. Donc là, il faut être cohérent. En général, on va mettre un numéro de version. Donc là, on va l'appeler version 0.0.1. Donc ça crée une nouvelle branche qui s'appelle release / le nom que l'on a donné, basée sur develop, la branche sur laquelle tout le monde va développer. Et ensuite, ça saute automatiquement sur la branche. Donc à partir de ce moment-là, on peut faire différents commits qui ont un rapport avec le changement de version. Par exemple, si jamais vous avez votre fichier README, vous allez mettre version 2.0.0.1. Vous allez faire ce que l'on appelle un bumping de version. Donc là, on va appeler ça pour commencer. Bon, je ne suis pas très inspiré pour mon README. Voilà. Et lorsque vous êtes satisfait, encore une fois, vous allez faire un petit commit. Donc on va faire un coup de git add et on ajoute le fichier readme.md et ensuite on fait un coup de git commit-m bump version. Une fois que l'on est satisfait, que l'on estime que notre release est prête à être déployée, c'est comme pour la feature, on fait un coup de git flow release finish et le nom de notre release. Donc c'est v0.0.1. Donc là, ça ne fait pas du fast forward, c'est-à-dire que ça ne va pas mélanger tous les commits qui ont été faits, mais ça nous propose de donner un nom au commit de fusion. Donc là, on va l'appeler merge. On va laisser le truc par défaut, mais vous pouvez adapter évidemment pour avoir un historique un petit peu plus adapté. On nous demande ensuite un nom d'étiquette, donc ça va permettre de mettre un tag sur notre dépôt. Ça permettra à quelqu'un qui regarde l'historique sur n'importe quel système de pouvoir dire « Ah, je veux voir l'état du projet, par exemple la version 0.0.0.1 ». Donc là, je ne me casse pas la tête, je mets un tag qui correspond exactement au nom de ma release. Et ensuite, je fais CTRL-X pour sauvegarder. Et enfin, il va nous demander une dernière chose, c'est pour faire maintenant la fusion avec la branche Develop. Parce que chaque fois que l'on fait une release, il la publie aussi sur Develop. Donc là, je vais laisser encore une fois les informations par défaut. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris notre branche release et il l'a fusionné avec Master. Ensuite, il a tagué cette release version 0.0.1. Et après, il a fait la même chose vers Develop. Si vous souhaitez maintenant publier votre projet, il faudra faire un coup de git push. Mais on va rajouter « Ah, je veux que tu publies en plus les différents tags. » Voilà. Et de la même façon, n'hésitez pas à pusher de temps en temps votre branche master. Donc ça va faire git push origin master. Et aussi votre branche develop, parce que c'est une branche sur laquelle vous allez faire des modifications. Donc enfin, le dernier cas, c'est le cas des hotfix. Un hotfix, comme on l'a vu, ça permet vite fait de corriger quelque chose. Imaginons que vous dites « Ah mince, sur ma page, j'ai complètement oublié, j'ai pas mis un bon titre. Et hop, j'ai envie de changer ça rapidement. Donc je ne vais pas recommencer à faire une feature, réaliser tout, ça serait beaucoup trop compliqué. J'ai juste besoin de patcher quelque chose rapidement et j'ai envie de changer ce titre-là. Donc là, hop, on doit, dans notre terminal, faire un coup de git flow hotfix start et on va l'appeler title. Ensuite, on fait notre petit commit. Donc là, on va l'appeler mon super site. Et une fois que l'on est satisfait, de manière traditionnelle, on fait un git add, on ajoute notre fichier, on fait un git commit-m, changement du titre. Et lorsqu'on est satisfait, on reprend notre commande, sauf qu'au lieu de mettre start, on met un finish. On choisit le nom à donner à notre commit de fusion. Donc là, on va essayer de faire les choses proprement. On ne va pas l'appeler merge branch parce que c'est pas pratique. On va mettre modification du titre de la page. Histoire que les gens qui regardent notre historique puissent comprendre un petit peu mieux ce qui s'est passé. Oui, je souhaite sauvegarder et je donne ce nom. On doit aussi donner un tag. Donc là, on va l'appeler fix-title. Et je sauvegarde de la même manière. Et vu que j'ai fait un hotfix sur la branche master, il reporte ça aussi sur la branche develop. Donc je sauvegarde, je me retrouve avec un comportement qui est à peu près le même que celui d'une release, c'est-à-dire qu'il fusionne un petit peu partout. Et maintenant, mon hotfix est bien publié.
Alors il faut savoir que si vous cherchez un petit peu à droite à gauche, vous allez voir un inconvénient qui est souvent donné à Gitflow, c'est le fait que l'historique qu'il génère est absolument affreux. Donc si par exemple j'utilise une interface visuelle, donc sur Linux c'est git-k-all, ça m'affiche une petite interface pour voir les gits. Et qu'est-ce que je vois? Je vois que c'est un bordel absolument sans nom. Donc on a notre commit initial ici et on se retrouve avec des branches qui vont dans tous les sens. Alors j'ai un autre logiciel qui s'appelle GitKraken qui permet d'avoir un retour un poil mieux fait. Mais on voit que c'est pas non plus foufou. Donc souvent, le reproche que l'on donne à Gitflow, c'est que à cause de ces commits de fusion, l'historique n'est pas plat. Et vu comme ça, ça peut paraître compliqué de savoir ce qui s'est passé et de remonter rapidement dans le temps. Ceci étant dit, l'avantage qu'il offre, c'est qu'il permet de savoir exactement ce qui s'est passé et il ne vous cache absolument rien. Après, lorsque vous avez besoin de remonter dans le temps, il ne faudra pas hésiter à utiliser les interfaces en ligne de commande ou directement, si vous utilisez un IDE ou des logiciels spécifiques, ils vont vous permettre de mieux comprendre l'historique et de dire par exemple, je veux connaître tous les commits qui atteignent ce fichier-là. Donc si jamais vous faites un coup de git log et que vous faites un --graph, --oneline, voilà ce que ça vous donne. Ça vous montre un petit peu l'historique. Et c'est vrai que là, vu comme ça, c'est un véritable enfer. Mais si on rajoute un argument qui est --first-parent et on prend notre branche develop, on va voir seulement les commits qui affectent notre branche develop. Et là, on réalise que c'est beaucoup plus clair. L'avantage, c'est que lorsque l'on regarde cette branche-là, vu qu'on n'utilise pas de fast forward, on n'a pas tous les commits qui sont mélangés. Si jamais on crée une feature qui est à base de plusieurs commits, donc c'est ce que l'on va faire tout de suite. Donc on va faire un coup de git flow feature et on va créer une nouvelle feature que l'on va appeler démo. Et cette feature, on va la composer de plein de petits commits. Donc on va enlever un E là et on va faire un coup de git commit-a-m directement. On va l'appeler A1. Voilà. J'imagine que je fais autre chose. Ce commit, on va l'appeler A2. Et enfin, autre chose, où je reviens. Allez, on ne va pas revenir en arrière parce que ça risquerait de poser des problèmes. Voilà. Et on va l'appeler A3. J'ai fini de faire ça et je fais maintenant une petite fusion. Donc je fais un coup de git, flow, feature et je ramène ma feature. Donc je dis finish et je l'appelle démo. Là, on me propose de mettre un nom de merge. Donc, je ne vais pas laisser ce nom-là parce que sinon, c'est absolument incompréhensible pour quelqu'un qui regarde notre branche. Donc là, on va l'appeler simplification du titre. Voilà, je suis satisfait. Donc, je sauvegarde. Oui, hop. Si je fais un coup de git log oneline comme tout à l'heure en plat, on voit que c'est très simple parce qu'on ne voit pas tous les sous-commits qui ont été faits. On voit seulement ce commit-là qui dit « Ah, j'ai simplifié le titre ». Bon, au passage, j'ai rajouté un PA en trop, c'est pas grave. Et si jamais j'ai besoin de faire un cherry pick ou récupérer ce commit-là, je ne vais pas avoir besoin de le circuler. Après, effectivement, si on affiche tout l'arbre, c'est un véritable bordel parce qu'on voit qu'on a nos 3 petits commits qui sont restés en place. Voilà, alors je tenais vraiment à vous montrer ça parce que si vous cherchez vite fait sur Internet Gitflow, vous allez tomber sur une série d'articles qui vous disent que c'est une méthode d'organisation qui est hyper trop complexe et qui pourrit entre guillemets l'historique. Selon moi, c'est pas forcément vrai dans le sens où ça permet justement d'avoir un historique qui est bien rationalisé, on sait qui a fait quoi, les branches permettent de savoir sur quoi quelqu'un a travaillé, combien de temps il a travaillé par exemple, et ça permet de garder un historique simple. L'avantage, c'est que lorsque l'on fait un git log et que l'on demande juste un log à plat, on obtient une historique qui est beaucoup plus simple. Si jamais on faisait du fast forward où on intègre les commits directement dans la branche principale, on se retrouverait avec les commits A1, A2, A3 qui seraient mélangés ici, ce qui ne serait pas très pratique. Voilà, donc effectivement, à première vue, lorsque l'on regarde avec un logiciel, on peut se dire « Waouh, punaise, il y a des tonnes et des tonnes de branches, c'est le bordel », mais ça permet au final, selon moi, d'avoir un historique qui est beaucoup plus clair, à condition de savoir un petit peu comment s'organiser. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai à vous dire globalement sur ce principe de Gitflow. Donc l'avantage, vous voyez que ça vous offre un cadre de travail pour travailler avec des branches de manière convenable et arriver à bien vous organiser en équipe. Donc si jamais vous ne vous souvenez pas exactement de tout ce qui a été dit dans cette vidéo, je vous invite véritablement à vous rendre sur cette page-là. Je vous la mettrai en lien dans l'article. L'avantage, c'est qu'elle est traduite dans plusieurs langues, qui vous permet de voir visuellement un petit peu ce que l'on a expliqué. Donc on va faire un petit résumé, histoire de vérifier que tout est bien acquis.
Donc globalement, Gitflow va vous faire travailler sur deux branches. Une branche master qui va être la branche que vous allez utiliser en production, donc sur laquelle vous allez faire assez peu de commits au final, et une branche develop qui va servir un petit peu à fusionner le travail d'un petit peu tout le monde. Avec Gitflow, on a plusieurs systèmes de branches. On a premièrement les branches features. Donc globalement, dès que vous allez travailler sur une fonctionnalité supplémentaire à votre projet, vous allez partir de la branche develop, créer une nouvelle branche que vous allez appeler feature slash quelque chose, et ensuite vous allez travailler dessus. Une fois que vous êtes satisfait de votre feature, vous allez faire un coup de git flow feature finish, le nom de votre feature. Automatiquement, ça va faire une fusion vers la branche develop et ça va effacer votre branche en local. Si pour une raison X ou Y, vous avez besoin de publier cette branche à distance pour pouvoir par exemple la garder ou travailler chez vous plus tard, on ne sait jamais, mais dans ce cas-là, vous pouvez taper un coup de publish. De la même façon, si vous voulez faire la chose en sens inverse, vous pouvez faire un coup de git flow feature pull, ou vous pouvez directement utiliser le pull natif de Git. Inutile de parfois passer par Gitflow. Si jamais vous avez envie de travailler sur une branche qui n'est pas créée par vous, ce que vous pouvez faire, on n'en a pas forcément parlé dans cette vidéo, mais c'est faire un coup de track. Ou de la même façon, vous pouvez directement utiliser la commande pull native de Git ou fetch. Une fois que vous êtes satisfait de votre branche develop et vous vous dites, ça serait bien de mettre en place toutes les fonctionnalités que l'on a mis en production, dans ce cas-là, on fera un coup de release. Voilà, donc release, globalement, ça vous permet d'avoir des tags et de bien vous organiser. Et enfin, on a vu la partie hotfix. Donc la partie hotfix, en général, c'est pas forcément terrible de l'utiliser, mais la partie hotfix vous permet de rapidement corriger un bug sans forcément repasser par toute la phase feature et compagnie. Et dans ce cas-là, ça va créer une fusion au niveau à la fois de master et aussi au niveau de develop. Voilà. Donc encore une fois, le principe de Gitflow, c'est de vous offrir un cadre de travail et de vous offrir une possibilité d'organisation. Après, vous n'êtes pas du tout obligé de l'utiliser. C'est-à-dire que si vous estimez que c'est trop complexe, ce qui est par exemple le cas si vous travaillez tout seul, ne vous sentez pas obligé de l'utiliser. Évidemment, il faut toujours adapter les solutions suivant nos besoins. Ceci étant dit, dès que l'on travaille à plusieurs, je trouve que l'approche qui est proposée par Gitflow est intéressante et permet à tout le monde de travailler dans de bonnes conditions. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura mieux permis de voir un cas concret d'utilisation de Git et vous aura permis de comprendre qu'est-ce que c'est que ce truc que Gitflow. Donc voilà, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!